Politicienne algérienne avait déclaré « Nous, notre printemps, nous l'avons eu en octobre 88 ». En fait, ça dépend de qui elle parlait quand elle disait « nous ». Si elle visait tous ceux, présidents des nouveaux partis, patrons de presse, nouveaux élus, en tout genre, oui, elle avait raison de parler de printemps, puisque pour la plupart de ces gens, ce fut le commencement d'une nouvelle vie, inespérée, même dans leurs plus beaux rêves. Ils sont sortis de l'anonymat, de la difficulté financière, sont devenus des personnalités publiques très en vue, certains même des gens très riches. Maintenant, si la dame en question parlait du peuple algérien, j'aimerais bien qu'elle nous explique en quoi le 5 octobre fut un printemps. Pourtant, le prix payé fut très lourd. 500 morts, fauchés à la mitrailleuse lourde, exécutés sommairement dans les casernes et les commissariats, des milliers de blessés, dont certains estropiés à vie ou affreusement mutilés, des milliers de jeunes torturés, certains violentés dans leur dignité. En échange, en guise de concession politique par le régime, nous avons eu des partis politiques qui se bousculent à la mangeoire, des élus qui ne sont élus que par la fraude et le bourrage électoral, toujours par moins de 30% de l'électorat, des partis qui vendent les têtes de liste aux plus offrants, dans des enchères presque publiques, une presse globalement sous contrôle, qui fonctionne à la carotte de la publicité ou au bâton des dettes, une séparation des pouvoirs on ne peut plus fictive, dans un système contrôlé par on ne sait plus qui, où des puissances étrangères ont un accès direct au tableau de bord de nouveaux millionnaires en dollars qui se comptent en milliers, presque tous sustentés à la mamelle de la grande corruption, un gaspillage jamais imaginé, plus de 750 milliards de dollars partis en fumée et en produits de bazar, avec quelques réalisations super surfacturées, comme celle de l'autoroute Est-Ouest, une guerre civile qui a coûté la vie à 250 000 d'Algériens, des dizaines de milliers de disparus, des citoyens qui ont été enlevés, par les forces dites de l'ordre, et un cortège indicible de malheurs qu'il serait trop long à énumérer ici. Et je ne fais là que survoler une situation bien plus désastreuse, parce que le plus grave, peut-être même l'irrémédiable, se trouve dans la déliquescence civique, dans ce qui a été fait du citoyen algérien, que le régime s'est évertué à corrompre, à en extirper toutes les valeurs qui lui avaient permis, jusque-là, de faire face à l'adversité. Ce régime a fait de la société algérienne une addition d'égoïsme, une sorte de jungle où ne compte que le chacun pour soi, au moment où presque tous ceux qui sont censés être de grands serviteurs de l'État transfèrent leur famille et leur fortune qu'ils ont volées au peuple algérien le plus loin possible pour le jour où le pays s'effondrera sur la tête de ses habitants. Voilà le printemps qui a succédé au 5 octobre. Et ce n'est là qu'un avant-goût de ce qui guette l'Algérie si un autre sursaut, salvateur celui-ci, nous l'espérons, et pacifique, ne se produit pas. Nous allons donc parler de cet événement, essayer de comprendre ce qu'il a provoqué. Fut-il, comme l'affirment certaines hypothèses, un complot d'une aile du régime contre une autre et qui aurait débordé du cadre où il avait été programmé, ou, comme le soutiennent d'autres, l'expression d'un ras-le-bol populaire qui a tourné à l'insurrection. Un grand nombre de travaux par des observateurs en tout genre a été entrepris, essais, enquêtes, conférences, thèses de doctorat, mais des zones d'ombre demeurent. Cet événement reste encore très complexe. Il n'a pas encore livré tous ses secrets, ni la façon avec laquelle il a été récupéré par le régime, instrumentalisé, dévoyé. Aujourd'hui, si un constat peut être fait, ceux qui parlent et qui pontifient sur le 5 octobre 88 n'en savent rien, ou presque rien. Et ceux qui savent n'en parlent pas. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau Abderrahmane Djilali, porte-parole de la coordination, qui vient de voir le jour entre divers mouvements qui activent pour le changement politique en Algérie. En Skype,
Nous aurons Rebha Attaf, grand reporter. Elle s'active dans la question des disparus. Nous aurons Yahya Bonouar, journaliste à Paris. Faisal Mattawi, journaliste à Alger. Et Abdelwahab Boukzouha, que nous allons accueillir pour quelques minutes seulement, puisqu'il va nous parler de la manifestation qui a été organisée aujourd'hui à Paris pour commémorer cette journée. Si Abdelwahab Boukzouha est là, j'aimerais commencer par lui. Abdelwahab Boukzouha. Abdelwahab. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik, Abdelwahab. Alors, vous avez organisé, vous avez lancé un appel pour une manifestation. Un appel qui a été suivi, alhamdoulilah, on était nombreux devant l'ambassade. Très bien. J'ai pris quelques photos, mais je ne suis pas arrivé à vous les envoyer, via Internet. Très bien. Donc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, même si c'était sous la pluie. Ben moi, je disais aux gens, on a bien fait de venir pour commémorer le souvenir de ces enfants qui ont été tués et qui ont bravé les balles, torse nu, ils ont été vers les balles et ils ont été tués avec sans pitié par nos militaires. Avec la tenue chouma اللي راهم لابسينها كاع كيما راهم يلزم يحشموا. Et voilà, je leur ai dit, c'est pas un peu de pluie qui va nous faire peur, alors que nos enfants mettent pour qu'on soit libre. Et la manifestation donc a été suivie, vous êtes satisfait? Oui, absolument. Parce que d'habitude, Abdelwahab, les manifestations devant les ambassades n'attirent pas grand monde. Hein, qu'elle a été suivie, on était entre 25 et 30 personnes, voilà. Et vous pensez que 25 à 30 personnes, c'est important? يا سي جمال احنا حنا المعارضة وي تعارض المعارضة سمعت؟ وي فوالا احنا ما نعارضوش المعارضة احنا نتفاهموا مع المعارضة une fois كي نتفاهموا كون نوتر لانستالو وان شاء الله النظام هذا يسقط ومن بعد نشوفوا حاجة أخرى سيدي نخليو الشعب يختار سبحان الله. Mais en ce moment, je constate que هذه المعارضة راهي تعارض في المعارضة. Exactement. Voilà, c'est عيب c'est vilain et puis c'est le système, le pouvoir qui en profite. Je vous remercie Abdelwahab, barakallahu fik, au plaisir de vous revoir dans nos autres émissions. Gilali Abdelrahman, merci d'être un plaisir pour moi. Vous êtes venu de Suisse pour organiser une manifestation devant l'ambassade d'Algérie à Londres. Oui. Et donc j'ai moi-même été avec vous, vous m'avez invité, j'ai été. Et malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde. Et la preuve, vous voyez Abdelwahab Boukzouha, il est très satisfait, il est très content, parce qu'il y a eu entre 20 et 30 personnes. Vous voyez où nous en sommes réduits, nos manifestations. C'est-à-dire, moi, si j'étais le régime, très franchement, manif comme tout à l'heure devant l'ambassade de Londres, moi, si j'étais le régime, moi, je filme les manifestants et pour la montrer aux Algériens, je leur dis, écoutez, regardez, la preuve, ils appellent à des manifs contre nous, il n'y a personne qui vient. Donc les gens sont avec nous, ils ne sont pas avec l'opposition. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Pas vraiment, parce que si vous étiez le régime comme vous dites, je suis sûr que vous feriez autre chose. Que vous ouvririez le débat, que vous essaieriez d'aller vers l'écoute des gens, vers une entente, vers la construction, vers ce que vous estimez être la construction du pays. Et ce régime, même s'il voudrait, comme vous dites, un petit peu ridiculiser l'opposition entre parenthèses, il n'est même pas capable de le faire. Donc il n'est même pas capable d'utiliser des choses évidentes qui seraient dans l'intérêt clanique de ces gens-là, et encore moins de construire le pays et d'aller vers de vraies réformes et une vraie ouverture que tout le monde attend, pour laquelle des gens sont morts après 62 et après 54 et même en 45. Et cette revendication que nous n'avons jamais réussi à faire, c'est-à-dire mettre en place un pouvoir légitime, pour enfin commencer à... Justement, si vous nous parliez, parce que les choses semblent commencer à s'organiser au niveau de la diaspora, il y a de bonnes volontés qui essaient de s'organiser en coordination avec l'intérieur du pays. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette coordination que vous représentez
Dites-nous un peu en quelques mots. Alors, cette coordination, en fait, elle n'invente rien de particulier. C'est juste la tentative de mettre en place réellement ce qui a été fait, revendiqué, appelé par différents courants. On peut en nommer si besoin, mais ce n'est pas tellement utile. Donc, en fait, c'est le pays qui a besoin qu'enfin, comme disait M. Bourzouha, pas seulement les opposants se rassemblent, mais les Algériens s'unissent. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a même des gens qui peuvent soutenir des franges du pouvoir ou soutenir certaines personnes du pouvoir et qui disent, comme il vient de le dire, ben, qu'on laisse le peuple choisir. Donc nous, on ne demande pas plus que ça. On n'a pas besoin de remettre en place le bilan du régime ou de l'équipe Bouteflika ou quoi que ce soit. Ça a été suffisamment fait par des spécialistes. Maintenant, on ne veut pas revendiquer, on ne veut pas critiquer ou faire quelque chose contre quelqu'un. On veut que l'Algérie avance. Et le premier pas pour construire l'état de droit, que tout le monde s'accorde à en faire un point de repère, commencer par la première touche, un pouvoir légitime. Donc tous ceux qui sont d'accord qu'on passe par le point de départ, qui est la mise en place d'un pouvoir légitime, peuvent s'accorder, même s'il y a des militants qui sont dans le FLN qui a été dévoyé, ou dans le RND qui est né avec des moustaches, ou ceux qui sont nés avec des dents comme le parti de Ammar Ghoul, peuvent être d'accord en tant que militants que le pays a besoin d'avoir un pouvoir légitime et qu'on laisse pour une fois les gens voter. Mais vous croyez que ça va être une tâche facile? La preuve tout à l'heure, cette manifestation devant l'ambassade, vous avez eu quelques personnes? Oui. Ça veut dire aujourd'hui, les initiatives politiques qui investissent le terrain politique, généralement, il n'y a pas de répondant. Oui. La société civile ne répond pas, le peuple algérien ne répond pas, il est aux abonnés absents. Oui. Et comment vous comptez changer les choses? Alors, tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, puisque vous étiez là, je vais pas vous mentir, et ce n'est pas le but de mentir. Il n'y avait pas de quantité, entre parenthèses, mais il y avait une qualité. Donc, entre autres, vous nous avez honoré par votre présence. Merci. Mais ce que vous représentez, vous, comme les personnes qui étaient présentes, ce n'est pas un nombre. Vous n'étiez pas une personne. Vous étiez une carrière, une démarche, un nombre d'idées, une capacité d'action, de mobiliser, de dire les choses et de rassembler autour d'une énergie nouvelle. C'est ça la grosse différence. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, très franchement, je ne suis pas d'accord parce qu'en l'occurrence, nous avons besoin de mobiliser tous les Algériens. Un homme, une voix, une présence. Oui. Quel que soit le génie des gens ou leur, je ne sais pas, leur identité propre ou leur représentation ou leur qualité, un chef de parti, un ambassadeur, un intellectuel, quel qu'il soit, plus il y a de gens dans ce genre d'initiative, plus les gens s'investissent et mieux c'est. Mais restez avec nous, nous allons interroger les autres invités et je reviens vers vous. Rabha Attaf, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Jamal Eddine. Je salue tous les spectateurs de l'Arabie. Rabha, vous avez vous-même, en octobre 88, vous étiez à Alger en couverture spéciale, grand reporter, vous couvriez l'événement et vous avez même eu des ennuis. Vous êtes retrouvé, vous avez été jeté en prison. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement des événements? Oui, juste une petite aparté avant de vous raconter tout ça. Merci d'être intervenu comme vous venez de le faire, Jamal Eddine. Nous devons être au service du peuple algérien et non pas nous, le peuple algérien. La légitimité. Rabha, je vais vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas bien. On va vous appeler au téléphone et vous restez en Skype. Donc ils vont vous appeler sur votre téléphone. Maintenant. Non, on ne vous entend pas bien. On va vous appeler tout de suite. Yahya Bonouar, vous êtes avec nous, merci. Merci Jamal Eddine, c'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci beaucoup Yahya. Alors Yahya, qu'est-ce que vous pensez donc de cette 27e année depuis que le 5 octobre a eu lieu? 27 juste un mot pour rappeler ce qu'est le 5 octobre. Vous, moi, et puis ceux qui sont de notre génération, on a vécu cela, on l'a vu de près et on y a participé. Mais pour les jeunes, pour eux, c'est une date. Rappelez que le 5 octobre est intervenu alors qu'on était dans le parti unique.
on était dans la sécurité militaire, on était dans un système, une dictature militaro, parti unique, impardonnable. Donc il faut rappeler aussi qu'avant le 5 au printemps d'octobre, au printemps 88, il y a eu des mouvements, notamment dans les stades. Moi, j'étais supporter du Mouloudia d'Alger, et dans les stades, on ne parlait plus de foot, mais on parlait de politique. Le psal telef, on vendait, quand vous vouliez acheter 1 kilo de pommes de terre, on vous vendait 1 kilo de psal. La crise économique de 86 était passée par là. Donc octobre était tout le monde savait qu'octobre allait venir. On ne savait pas quel jour, quelle date, mais ça allait venir. À côté de cela, il y avait donc un mécontentement populaire, une crise économique. On a à la fin septembre le chef de l'État, le président de la République, Chadli Benjedid, qui fait un discours et qui prend un exemple sur ce qui s'était passé en Égypte, où des gens avaient manifesté. Le discours du boucher. Voilà, à cause du prix de la viande en Égypte, et il avait dit, en Égypte, les gens sont sortis dans la rue pour manifester parce que le prix est trop élevé. Donc on est en même temps dans un mécontentement populaire, économique, social, parce que les gens n'en peuvent plus, et en même temps dans une manipulation politique, parce qu'une partie du régime, les libéraux du régime représentés par Chadli, voulaient se débarrasser du parti FLN, Messadia, etc. Donc tout ça joue. Toujours est-il que le 5 octobre, les Algériens, les jeunes Algériens, sortent dans la rue. C'est une insurrection populaire comme pas possible. Et puis l'armée intervient, ça tire, ça tue, ça torture. Des centaines de personnes sont mortes. Et les Algériens, à ce moment-là, savent ce qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus d'une partie unique, ils ne veulent plus du manque de liberté, ils ne veulent plus d'un système dictatorial, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Il y a une élite politique, les partis, les militants, ceux qui sont organisés, qui parlent de démocratie, de liberté et tout, mais la majorité du peuple, elle, ne sait pas ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. C'est la preuve. Quelque temps après, ils ont tous majoritairement voté pour un parti islamiste. La démocratie en termes de système de gouvernance, les Algériens ne connaissent pas parce qu'ils n'y sont pas habitués, ils ont toujours vécu sous des dictatures. C'est valable pour tous les pays arabo-musulmans. On leur reproche, quand on vous donne la liberté, vous votez pour des islamistes. Mais bien sûr, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la liberté, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Donc on est dans un système dictatorial qui empêche toute liberté d'expression et qui pousse les gens vers l'islamisme, vers l'extrémisme d'une manière générale. Et quand on leur ouvre la porte, eh bien évidemment, ils votent pour ce qu'ils connaissent et pas pour ce qu'ils ne connaissent pas. Yahya, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Je vous poserai la question de savoir si le 5 octobre a produit des fruits. Je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous encore une fois, Faisal. Bonsoir Jamel, bonsoir à vos invités également aux téléspectateurs. Merci Faisal. Faisal, je vais vous poser une question que je vais aussi poser aux autres invités qui est à mon avis centrale. Est-ce que le 5 octobre a été un complot, comme on le dit, de gens qui voulaient impressionner Chadli pour le dissuader d'entreprendre les grandes réformes qu'il voulait faire, ou est-ce réellement une insurrection née de pénurie, de mal-vie, de ras-le-bol? Écoutez, les historiens algériens, jamais n'ont pas fait leur travail. Et je le répète encore une fois. Est-ce que vous avez lu, durant plus de 20 ans maintenant, 27 ans. Ces dernières années, oui, 27 ans, est-ce qu'il y a eu un livre, 2 livres, 3 livres d'historiens qui nous ont dit la vérité et qui ont cherché pour savoir ce qui s'est passé réellement? Or, il n'y a rien.
Les universités algériennes, les historiens algériens, ceux qui parlent beaucoup, qui nous parlent de la guerre de libération nationale, bien sûr que tout le monde, qui est un acquis pour tous les Algériens, qui nous parlent aussi parfois de choses d'avant la révolution, c'est-à-dire au 19e siècle, ce qui s'est passé dans l'Algérie antique, n'ont pas osé écrire sur le 5 octobre. Donc vous voyez qu'il y a un manque de courage. Et aujourd'hui, si vous avez lu les déclarations du général Nazar, qui était au responsable à l'époque, il vient de lancer une grande révélation. Et il a déclaré tout à l'heure, je crois que sur le site Algérie Patriotique et sur TSA, qu'à l'époque, son responsable hiérarchique, qui était le général Abdallah Belouchet, voulait utiliser les hélicoptères contre les manifestants du 5 octobre. Vous imaginez, c'est une révélation importante et cela veut dire que l'armée était prête à broyer la révolte du peuple algérien. Parce que dire que c'est un complot, on pensera que les Algériens c'est des marionnettes et qu'on peut les manipuler à souhait. Et c'est souvent développé ici en Algérie, notamment par le pouvoir, qui voit la main de l'étranger partout, qui voit le complot partout et qui ne peut pas accepter que les Algériens peuvent sortir dans la rue pour réclamer leurs droits. Or aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, 5 octobre 2015, nous sommes dans une situation exactement la même que celle de 88, c'est-à-dire une situation économique difficile, une situation sociale difficile et un vide politique sidéral. Donc, j'espère qu'on ne va pas aller dans ce qui s'est passé dans les affrontements violents, mais disons que, visiblement, tout le monde n'a pas retenu la leçon du 5 octobre 88. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire le pouvoir, l'opposition, le Parlement, la société civile et même le peuple algérien. Malheureusement, nous avons dans notre histoire contemporaine beaucoup d'étapes importantes, mais on ne prend jamais le temps de tirer les leçons. Restez avec nous, Faisal Moutaoui. Jidali Abdelrahman, la question. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est une insurrection? La vérité, je ne la détiens pas, mais j'ai un avis qui est fait là-dessus. C'est que on essaye de comprendre les choses à partir du passé pour nous éclairer l'avenir. Oui. Mais maintenant, des fois, les choses sont inversées. C'est-à-dire que le présent nous permet de penser un peu mieux à notre passé. C'est-à-dire que quand on voit toutes les réactions, tout ce qu'on appelle les printemps arabes, etc., on se dit pourquoi est-ce que, exceptionnellement en Algérie, ça serait quelque chose de complètement différent, que l'Algérie n'a pas eu de complot et que ça n'a pas été préparé. Quand on voit la situation géostratégique, etc., de ce que représente l'Algérie, le pays ne pouvait être que sous contrôle des puissances manipulatrices, je ne veux pas dire par là les puissances étrangères. Donc, à la lecture de cet événement sous la lumière de la manipulation correspond tout à fait à ce que cela semble être. Donc, pour moi, c'est une manipulation. Mais les théoriciens du complot du 5 octobre ne parlent pas de la main étrangère. Ils disent que le complot venait de l'intérieur. Les mains manipulatrices. Donc, elles peuvent manipuler de l'intérieur, bien sûr. Des gens du FLN, en l'occurrence, qui ne voulaient pas des réformes de Chadli. Et c'est à partir de là que lui, en sentant la résistance, il a fait son fameux discours du boucher. Il a dit un boucher, il voulait faire la loi avec les consommateurs, ils sont manifestés, ils sont réunis. Ça veut dire, il a presque appelé les Algériens à l'aider dans la rue. Et mais et ça a dégénéré et une partie leur a échappé et les suites n'étaient pas forcément ce qui avait été attendu par les initiateurs manipulateurs. Ça s'est retourné contre eux puisque les Kasma et les commissariats du FLN ont été les premiers à être attaqués. Tout à fait. Restez avec nous. Rebha Attaf. Oui, je suis avec vous. Ah là, on vous entend mieux. Donc, vous nous parliez de la couverture que vous assuriez le 5 octobre 88 ou le 6 à Alger. Oui. Alors j'étais à Alger comme envoyée spéciale pour le magazine Politis à l'époque. Donc, je suis arrivée très vite à Alger et ce qui m'a frappée, effectivement, c'est deux choses. C'est d'abord que les manifestations, au départ, étaient composées massivement de jeunes d'Alger et des quartiers d'Alger. La deuxième chose que j'avais observée, c'est que, comme par miracle, les commissariats étaient vides et donc certaines personnes pouvaient s'emparer d'armes. Et la troisième chose, c'est que très vite, les jeunes ont été encadrés par des personnes qui avaient l'air d'être des islamistes et très bien organisés. Déjà, trois choses en arrivant sur Alger. La chose importante, je savais, moi, par contre, connaissant le terrain de l'Algérie, que des émeutes allaient
être organisé dans la rue. Pourquoi je le savais? Parce que depuis plusieurs mois déjà, je suivais tous les scandales qui se rapprochaient du sérail de la présidence et notamment toutes les opérations farfelues du fils Chadli qui avait dégénéré sur la place publique d'Alger sous le titre « Le scandale de la Ferrari rouge ». Donc je savais pertinemment que toutes ces rumeurs d'Alger, parallèlement à la préparation du congrès du FLN qui allait désigner le futur candidat à la présidentielle, laissait présager un affrontement entre différents clans du pouvoir. C'est pour ça que moi je pense foncièrement, pour connaître l'Algérie, que les émeutes d'octobre 88 n'ont pas été favorisées par le clan messaadien, mais par ceux qui soutenaient une réforme en Algérie. Et qu'il fallait à ce moment-là que les gens descendent dans la rue pour soutenir le président. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Une quatrième chose me fait dire ça, c'est que tout de suite après le discours du 10 octobre de Chadli Benjedid, le fameux discours où il a dénoncé la corruption au sein des appareils et du régime et en Algérie, tout de suite après, la rue a été ouverte pour les cortèges des mouvements islamistes. Et c'est là que j'ai vu arriver à Alger les manifestations justement des mouvements islamistes. Je m'en souviens, ça m'a frappé parce que j'ai vu vraiment une marée d'hommes habillés en blanc, très bien habillés, et c'était des très beaux cortèges, je vous l'assure, et que ça s'est passé avant la répression qu'ils ont subie après place de l'émir Abdelkader. Alors, au moment de la répression place de l'émir Abdelkader, il se trouve que moi, je me suis trouvée avec des jeunes au niveau de manifestations du 5 octobre et que j'ai été arrêtée par la sécurité militaire algérienne qui m'a tout de suite mis en soirée, d'abord détenue dans un centre qui avait des grandes baies qui donnaient sur la place, qui s'appelait un centre Jeunesse 2000. À l'époque, ils essayaient de mettre en place des centres pour la jeunesse. Or, dans ce centre, donc qui était un QG militaire, tous les soldats arrivaient. Et petit à petit, je me suis mis à discuter avec les soldats et je me rendais compte à quel point ils étaient dans le désarroi total parce qu'ils avaient eu à obéir aux ordres qu'on leur donnait de tirer sur leurs propres frères et sœurs. Déjà le premier constat. Ensuite, on m'a emmené, donc j'ai séjourné dans un hôtel assigné à résidence pendant une nuit, la première nuit. On m'a évidemment piqué mon passeport, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais dans un hôtel investi complètement par les services de police, près du commissariat qui se situe pas très loin c'était l'hôtel Suisse. Voilà, je donne même le nom de l'hôtel où j'étais. Et le matin, on est venu me chercher. Donc, on n'est pas venu me chercher ce matin-là, mais je savais, pour avoir des surveillants près de ma chambre, qu'on allait venir me chercher. Et comme j'étais une femme, disons que la surveillance s'est relâchée, je me suis sauvée en fait. Parce qu'il n'était pas question qu'on m'empêche de travailler. Je savais que j'allais être recueillie après, mais tant pis, les infos allaient partir. Dans ma rédaction, j'étais envoyée à Alger pour ça. Donc, je suis partie, j'ai continué à travailler, et là, je me suis fait cueillir devant l'AFP, cette fois, par des civils appartenant à l'époque, c'était pas le DRS, mais c'était le même service, on l'appelait la sécurité militaire, et là, ça a été la descente aux enfers, je me suis retrouvée à la caserne de Bouzaria. J'ai été emmenée menottée avec une cagoule sur la tête, je ne savais pas où aller, et là a commencé vraiment l'enfer avec d'abord des interrogatoires très poussés, et secondement, surtout ce que j'oublierai jamais, c'est que le centre de Bouzaria était à l'époque un lieu de torture, et donc je passais mes nuits à entendre le cri des suppliciés. Ça a été la terreur. On a essayé de mettre au plus profond de mon ventre la peur et la terreur. Ça, je l'ai ressenti. Grâce à Dieu, il y a des organisations internationales et des amis qui ont alerté de ma disparition, donc j'avais disparu pour tous ceux qui me connaissaient pendant plus d'une semaine. J'ai été recherchée par Amnesty International et on a fini par me jeter dans un avion. C'est pour ça, tu comprendras, cher Jamal ad-Din, et je pense que vos auditeurs et spectateurs le comprendront, je suis devenue très sensible à la question des disparus. J'ai moi-même disparu pendant une semaine. Je me suis retrouvée au cœur du pouvoir algérien. Et la nature des questions qu'on me posait, puisque je suis passée à la question, grâce à Dieu, on ne m'a pas touchée corporellement, mais on a essayé de me toucher mentalement, ne me donnait aucun doute sur la capacité de nuisance
des personnes entre les mains de qui j'étais. Restez avec nous, Rabha Attaf. Il vous reste environ entre 2 et 3 minutes sur votre temps. Je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattawi. Oui, Jamal. Question clé, finalement, que je poserai à Yahya Bonouar aussi. Est-ce que le 5 octobre a donné des fruits? Est-ce que réellement, ce fut, comme l'a dit cette dame politique qui s'est exprimée sur la question, est-ce que ce fut vraiment un printemps pour le peuple algérien? Je ne crois pas. Bien sûr, je ne crois pas. Jamais le pouvoir algérien a parlé en termes de printemps de changement. Il a commencé à considérer les événements du 5 octobre malgré la répression. Et la journaliste, notre collègue Rabha, a bien expliqué ce que c'est que les pratiques de l'époque qui n'ont pas beaucoup changé entre-temps, 7 ans après. Donc disons, le pouvoir a commencé en 2011 à dire que l'Algérie a connu son printemps pour les pays arabes, l'Algérie ceci. Or, c'était de la répression tout simplement, parce que jusqu'à maintenant, la justice algérienne n'a pas dit et qui a tiré sur la foule. Et la question demeure toujours posée. La même question a été posée aussi en 2001, après les événements en Kabylie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu l'ouverture de 89, c'est-à-dire la constitution qui a permis la fin du parti unique, le multipartisme, etc. Mais après, cette petite brèche ouverte a été vite fermée en 92 avec l'arrêt du processus électoral qui était également l'arrêt du processus démocratique. Donc disons, je ne crois pas que les événements d'octobre 88, qualifiés d'ailleurs par un grand dignitaire du FLN comme Shahid Dogama, était un printemps, parce que les choses n'ont pas du tout changé depuis, et les Algériens continuent jusqu'à ce jour à revendiquer les changements démocratiques, à revendiquer la transition démocratique, à revendiquer un véritable parlement, un véritable président, une véritable, démocratie dans le pays. Mais ça a ouvert une petite brèche, parce que le système est tellement figé à l'époque, tellement fermé sur lui-même avec le régime du parti unique, le régime économique également étatisé, et également la corruption, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de corruption. Et donc ça a ouvert une petite brèche, mais qui n'a pas malheureusement évolué depuis, parce que en 2015, la situation, comme vous le constatez, malgré les multipartismes, malgré un parlement plus ou moins pluriel, et malgré l'ouverture, les choses restent presque en l'état. Faisal, une autre question. Cette fameuse journée, tragique plutôt, cette tragique journée, quand les manifestants qui sont partis du centre d'Alger vers Bab el-Oued, vers le siège de la DGSN, qu'il y a eu une provocation, des civils qui sont sortis, qui sont passés en voiture, qui ont tiré sur la DGSN, qui n'étaient pas identifiés. C'était vraisemblablement une provocation. Et après, l'ordre d'ouvrir le feu, et ça a fait beaucoup de morts cette journée. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voulait aller vers cette option, c'est-à-dire la répression, c'est-à-dire ouvrir le feu sur la population. Ça a rappelé, du moins pour les anciens, l'armée des frontières qui est rentrée en juillet 62, tirée sur les Algériens. L'armée qui était menée par Kouéli Boumediene, rappelez-vous. Et donc, c'est une armée qui avait apparemment pris l'habitude d'ouvrir le feu sur les civils. Elle a récidivé même en 2001 contre les civils qui manifestaient en Kabylie. Donc on voulait, comme le pouvoir à l'époque n'avait pas de réponse politique à donner, comme le pouvoir à l'époque ne pouvait pas demander à un président de démissionner ou à un chef du gouvernement de partir ou à un changement de gouvernement ou situer la responsabilité, donc la solution c'était de réprimer, c'était de faire peur aux Algériens en ouvrant le feu, en tournant le fusil contre les Algériens, et même à l'époque un journaliste qui a été tué, notre collègue de la PS. Et donc jusqu'à maintenant, et je l'ai souligné au début, la vérité n'a pas été dite. N'a pas encore été dite. Pourquoi on a utilisé ça? Et je vous avais parlé tout à l'heure du général Nazar qui dit que le général Belouchet voulait utiliser les hélicoptères contre les civils. Rendez-vous compte. Donc nous attendons que ceux qui avaient connu l'époque, notamment certaines victimes, malheureusement les victimes, une grande partie, ceux qui ont subi les tortures, comme l'a souligné Rabha, ils étaient nombreux, à ces défrages, notamment au centre de ces défrages de sinistre mémoire, n'ont pas encore parlé, les historiens n'ont pas recueilli leurs témoignages. Donc on est toujours dans les questionnements. Qui a fait quoi? Qui était derrière quoi? Qui a commandité quoi? Et pourquoi? Restez avec nous, Faisal Mattawi. Yahya Bonouar, donc même question. Est-ce que le 5 octobre a été vraiment le printemps, comme l'a dit cette dame politicienne, du peuple algérien? Est-ce que le 5 octobre a donné des fruits démocratiques? Le printemps, non. Mais si on fait abstraction du régime et des institutions,
le 5 octobre, a redonné la parole aux Algériens. Il faut se rappeler ce qu'était l'Algérie avant le 5 octobre. Avant le 5 octobre, l'Algérien ne pouvait pas parler de rien du tout. Après le 5 octobre, les Algériens parlent, ils parlent librement jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne sert pas beaucoup, le régime s'en fout, mais les Algériens parlent. Le 5 octobre a donné une presse dans laquelle travaille mon ami Matawi. Elle existe, elle n'est pas totalement libre, mais elle existe. Avant le 5 octobre, il y avait la Pravda, c'était le Moudjahid. Avant le 5 octobre, il y avait un seul parti, c'était le FLN. Aujourd'hui, il y en a une multitude. La majorité est manipulée par le régime, mais il en reste quelques-uns qui parlent. Aujourd'hui, Faisal Matawi peut, à partir d'Alger, dire ce qu'il est en train de dire. Avant le 5 octobre, c'était impossible. Donc le 5 octobre a changé la société. Évidemment, le régime en place depuis avant 62 a su rebondir, retomber sur ses pattes et arrive à manipuler tout ça. Mais dans la société, le 5 octobre, il y a une certaine liberté qui a été arrachée. Ça ne veut pas dire que la liberté va aboutir, mais il y a une liberté de ton, une liberté de parole qui existe dans la société algérienne. On est passé du parti unique où personne ne pouvait rien dire, aucun mot, où on peut dire, peut-être que ça ne sert pas et que ça ne change pas les choses, mais au moins on peut le dire. Mais Yahya, j'entends bien ce que vous me dites, qu'aujourd'hui les gens peuvent parler, contrairement à hier où ils ne pouvaient même pas parler. Mais sinon, les partis qui existent, finalement leur finalité c'est de se faire élire pour aller représenter le peuple algérien à tous les niveaux. APC, APUI, APN, Sénat, présidence. Or, en fin de compte, en fin de parcours, ceux qui vont à l'APN, ce sont des produits de la fraude électorale. La presse pratique de l'autocensure, elle est sous le contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la carotte de la pub ou le bâton de la dette, qui l'amène à pratiquer une sorte d'autocensure, de ne pas parler de tout. Le pouvoir politique, la réalité du pouvoir n'est pas séparée, elle est toute concentrée entre des mêmes mains, dont on ne sait même pas qui elles sont aujourd'hui. Finalement, est-ce que pouvoir s'exprimer sans rien décider de son destin sert à quelque chose? Mais justement, j'allais finir là-dessus et votre intervention je vous ai coupé la chic. Je vous ai coupé la chic, Yahya. Non, elle permet d'expliquer les choses aux Algériens, surtout ceux qui n'ont pas vécu ça. Merci. Vous l'avez vécu, ouais. Moi aussi, et ceux qui sont de notre génération. De 88 à 92, tout était permis en Algérie. Ce n'est pas octobre 88 qui a bloqué, c'est le coup d'État de 92, parce qu'il ne faut pas l'appeler arrêt du processus électoral, c'est un coup d'État. Entre 88 et janvier 92, on a vécu une période formidable de liberté. Il faut le reconnaître. C'est le coup d'État du 11 janvier 92 qui a tout cassé. Évidemment, ce sont les islamistes qui ont gagné. C'est vrai, parce que le peuple n'était pas, la société algérienne n'était pas encore préparée. Elle sortait de 30 ans de dictature et de 130 ans de colonialisme. Mais le stop à tout ça, c'est le 11 janvier 92. Et vous rappelez, Djamaldine, je vous interpelle, entre 5 octobre 88 et le coup d'État, est-ce qu'on était libre ou pas? Est-ce que il y a eu des dizaines de journaux, des théâtres, une activité culturelle, une activité politique? Alors évidemment, les islamistes du fils, eux aussi, en ont profité pour s'élargir et tout. Mais il y avait une liberté totale. Tout ça a été cassé le 11 janvier 92 avec le coup d'État. Restez avec nous, Yahya. Abdelrahman Jilali, si on revenait un peu à cette question d'exécution, d'abord d'assassinat de masse, 500 morts à la mitrailleuse, ou exécutés sommairement dans les commissariats, dans les casernes, un nombre effarant de tortures, de torturés, dont certains par des généraux qui ont mis eux-mêmes la main à la pâte, comme on dit, des viols. Pourquoi rien n'a été entrepris depuis? C'est comme s'il y avait eu une sorte d'amnistie. On a demandé de compte à personne. Ça a continué avec, par exemple, l'assassinat de Boudiaf en direct à la télé.
Qu'on ne nous dise pas qui l'a fait, ça peut se comprendre parce qu'ils ont encore le pouvoir de décision. Bouteflika disait lui-même, on veut pas dire ça. Mais on ne sait même pas pourquoi exactement. Il y a eu d'autres cas comme Qasdi Merbah qui avait occupé de haut rang plusieurs ministères, un parti, et puis du jour au lendemain, on ne peut pas dire qu'il est mort naturellement, il a été assassiné. Et je peux vous témoigner que le jour de son assassinat, j'étais dans la région de Borj el-Bahri, et où il y avait des barrages. Mais pendant que cela se passait, au niveau des barrages, il n'y a eu aucune inquiétude. C'est-à-dire qu'au niveau des barrages, il n'y avait pas reçu d'ordre d'intensifier le contrôle ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de choses de cette nature-là. Et j'aimerais aussi revenir à ce que je viens de dire, monsieur Bnouar, dont je partage un grand nombre de ses analyses. Mais là, il dit qu'il y a eu une période de liberté entre 88 et l'arrêt du processus électoral. Qu'on l'appelle comme on l'appelle, il y a eu une liberté vue, mais il y a eu une grande manipulation. Moi, je peux vous dire du vécu. On avait une association sportive, donc d'équitation, puisque c'était le cas. Et il y a eu occupation illégale du centre équestre par une famille sous ordre du président de la commune, fils. Quand il y a eu plainte pour cette occupation illégale du territoire sur le papier, sur la commune, le terrain qui appartenait à l'association, la police elle-même a dit « défendez-vous comme vous pouvez, on ne peut rien faire ». Donc il y a eu préparation à ce qu'un affrontement soit réalisé. Et dans cette liberté qui a rangé ceux qui tiraient les ficelles, on a laissé, voire poussé à grandir un parti pour qu'ensuite on arrive à cette élimination qui a été programmée. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui, on voit que même en Égypte, ce genre de procédé a été utilisé, où on a préparé une prise de pouvoir par des islamistes et on a condamné à mort à l'appel des gens le même jour et arrêté un président, etc., etc. Donc même ce qu'on croyait être une vraie liberté ne l'était vraiment qu'en partie. D'accord. Mais sinon, au sujet de ces tortures, de ces exécutions, de ces exactions, pourquoi il y a jusqu'à aujourd'hui, y compris par les victimes eux-mêmes dont les voix sont étouffées, ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été handicapés à vie, pourquoi il n'y a rien? C'est le silence le plus total. On ne dit rien sur ces... Silence de la part du pouvoir. Les gens, ils ont essayé de bouger. Il y a des mamans qui manifestent pour réclamer au moins le corps ou l'officialisation du décès de leur enfant. Elles sont bastonnées. Des gens ont porté plainte à l'étranger parce qu'ils ont été torturés et ils essayent de faire comme ils peuvent. Mais c'est une complicité du pouvoir en place qui verrouille et qui ne veut pas sortir les vrais dossiers. D'accord. Rabha Attaf, est-ce qu'en l'état, en les circonstances, un autre 5 octobre, un autre mouvement insurrectionnel de ce genre est possible? Et si c'est le cas, est-ce qu'il ne serait pas aussi violent, puisque la scène politique a été vidée de véritables représentants du peuple algérien, ou du moins les partis qui activent ont été coupés d'une façon ou d'une autre de leur base électorale militante. Donc, est-ce que ça pourrait se produire? Et si c'est le cas, comment voyez-vous le schéma, le scénario? Écoute, j'ai pas de boule de cristal, hein, je suis pas Madame Soleil, mais je vais essayer de répondre à ta question, Jamal Eddine. D'abord, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai connu de la société algérienne, puisque de cette époque, j'ai continué à aller sur le terrain, j'insiste bien, pour suivre l'évolution de l'Algérie. Donc j'ai une expérience de terrain. D'abord, pour moi, de mon point de vue, oui, l'automne 88 a été une formidable révolte populaire, même si on sait pertinemment qu'il y a plusieurs éléments qui ont favorisé son déclenchement. C'est-à-dire que on a beau comploter, mais parfois il y a des événements qui dépassent le complot. Ça a permis de quoi, cette révolte populaire d'octobre 88? La première, qui a malheureusement surgi à une époque où il n'y avait pas encore Internet ni les réseaux sociaux. Et pour avoir suivi la révolte populaire en Égypte, je sais de quoi je parle. Tout de suite, la similitude m'est apparue quand je me suis retrouvée place Tahrir. Sauf qu'en Algérie, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, et donc ils ont pu très vite verrouiller l'information pour continuer leur sale besogne. Le problème à l'époque du pouvoir, c'était quoi? C'était faire une ouverture économique sans qu'il y ait une ouverture politique. Et
à partir de cette problématique. Mais si, puisque, Rabha, si, puisqu'il y a eu... Et ils ont utilisé les mouvements islamistes pour casser le FLN. Ça a été clair. Oui, mais Rabha, il y a eu des ouvertures, Rabha, il y a eu des ouvertures politiques, oui, même si elles n'étaient pas honnêtes, puisqu'il y a eu l'avènement de partis politiques. Mais bien sûr, même si elles n'étaient pas honnêtes, même s'ils ont essayé de multiplier le parti unique ou de multiplier la presse unique, le fait est que j'ai assisté à des conférences, à des forums, jamais la parole n'a été autant libérée en Algérie que durant ces années-là. Mais effectivement, ceux qui sont au cœur du système algérien avaient aussi une préoccupation qui était de faire contrôler la société algérienne par des partis et faire surtout en sorte de cliver la société algérienne. Et c'est pour ça qu'ils ont permis la création du Front islamique du salut avant même la promulgation de la Constitution de 89, en même temps que le RCD, pour organiser une bipolarisation à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont préparé la suite. Et ça, historiquement, ça existe. On l'a vu s'opérer dans d'autres pays. Et je pense que les Algériens n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé auparavant chez Ben Ali, notre ami d'à côté. Merci, Rabha Attaf. Faisal Mottaoui, si jamais un autre mouvement part, un mouvement de contestation, avec le changement que nous connaissons en matière de réseaux sociaux, de communication, vous pensez que le mouvement pourrait rester pacifique, ne pas se laisser piéger par la violence? Faisal? Jamel, j'ai pas entendu bien la question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Je disais, si demain, à cause du ras-le-bol général, un autre mouvement pareil au 5 octobre pouvait partir, est-ce que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, aux outils de communication que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait ne pas tomber dans le piège de la violence qu'on va certainement lui tendre? Bien sûr, personne ne veut le retour de la violence en Algérie, quelle que soit la raison. Les exigences de démocratie, et de transition démocratique, les exigences de transparence et d'une véritable gouvernance politique, économique, sociale et culturelle doivent toujours être faites d'une manière pacifique et d'une manière apaisée, parce que l'Algérie a tout tenté finalement. Elle a tenté la violence, elle a tenté le coup d'État, elle a tenté les renversements, elle a tenté les trahisons. En 52 ans, l'Algérie a fait ce que d'autres nations ont fait en 700 ans. Donc disons que la solution serait de renforcer donc, le front intérieur et la convention interne, que l'opposition devienne véritable alternative, parce que j'avais écouté hier Amas Adani, secrétaire général du FLN. Rappelez-vous, le FLN était parti unique en 88, dire que l'opposition n'a pas d'alternative. C'était exactement le même discours de ce parti unique dans les années 88-87. Donc vous voyez que même ce parti est bloqué, figé dans le temps. Peut-être il est temps de le mettre en musée. L'idéal de la guerre de libération reste intact, le FLN 54-62. Ce parti qui est en train, entre autres, de bloquer le pays d'avancer doit disparaître. Comme tous les anciens partis uniques dans la région arabe, en Afrique et même en Europe de l'Est. Donc disons maintenant la balle est dans le camp de tout le monde, de l'opposition, de la société civile, des jeunes qui ont de belles idées pour changer les choses, pour avancer. Parce que l'affrontement dans la rue, la violence, de toute façon, vous avez un pouvoir qui est capable de tirer sur la foule comme il l'a fait déjà plusieurs fois depuis l'indépendance du pays. Merci Faisal, en espérant vous revoir bientôt. Yahya, la scène politique a été vidée de véritables représentants du peuple algérien. Aujourd'hui, les seuls partis qui activent, qu'ils soient honnêtes ou malhonnêtes, qu'ils soient à la mangeoire ou réellement qui essayent de s'activer, n'ont plus les moyens de mobiliser. Donc si demain il y a un mouvement de contestation, vous pensez qu'il pourrait rester pacifique? Ça dépend de qui va contester. Tant qu'on reste dans une contestation militante, les syndicalistes, les militants politiques, les militants des droits de l'homme, ils sont pacifiques, ils se font tabasser par la police, ils se font embarquer et ils restent pacifiques. Donc là, on est dans l'action politique de militants sereins et qui ne répondent pas aux provocations du régime. Mais si demain, ce sont les jeunes, la majorité du peuple algérien qui sortent dans la rue, comme ils sont sortis le 5 octobre, moi je crains le pire, parce que les gens ne connaissent pas la rue,
et parlent de choses parce que voilà, ils vont au café, ils vont au restaurant avec leurs amis et on est dans le même cercle. Mais le peuple est à côté et ils ne le connaissent pas. Si ce peuple sort dans la rue, comme il est sorti le 5 octobre, que ce soit par manipulation ou que ce soit par contestation parce qu'ils n'en peuvent plus, ou que ce soit parce qu'on leur a touché leur estomac, ou parce qu'on leur donne plus l'ADL ou de l'argent. Si ceux-là sortent dans la rue, moi je crains le pire parce que on a détruit la société algérienne. La société algérienne aujourd'hui est proche de Daesh que de la démocratie. Les jeunes Algériens dans les quartiers populaires à Alger, à Oran, à Constantine, ils sont pro-Daesh. Et c'est pas Daesh qui les a formés, c'est l'école algérienne, c'est le régime algérien, c'est l'administration algérienne, c'est la télévision algérienne qui forme les Daesh. Comme en 90, avant 90, les égorgeurs des années 90, ils sont pas venus de Mars. Ils ont été formés par l'école algérienne. Et ensuite, on envoie l'armée algérienne pour tuer des régiments de GIA formés par le régime. Donc on est dans le même système. Moi, en tout cas, puisque vous posez la question à moi je crains le pire. J'espère que ça n'arrivera jamais et qu'on aura le temps de se rattraper et pour faire passer tranquillement, gentiment d'un régime autocratique avec un président qui ne préside pas et c'est son frère qui préside à sa place et qu'on passe à des institutions tranquilles. Mais si c'est pas le cas, la société algérienne, dans sa majorité, elle n'est pas prête, comme en 88. J'avais commencé par dire, en 88, les Algériens savaient ce qu'ils ne voulaient plus, mais ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on est dans le même scénario. Merci Yahya Bounouar, merci. Abdelrahman Jilali, le mot de la fin vous revient. Merci. Je vous en prie. Alors, j'aimerais juste revenir sur un détail. Tout à l'heure, vous avez dit que le nombre n'y était pas à une manifestation comme celle d'aujourd'hui. Je tiens juste à préciser qu'aujourd'hui, il n'était pas question d'avoir un nombre. Il était question d'avoir une présence, une officialisation d'existence, même si ce n'est pas avec un tampon sur un papier, encore moins octroyé par le pouvoir en place, des Bouteflika. Nous avons constitué ce groupe-là il y a quelques jours. Il y a 7 personnes qui se sont rassemblées. Cela ne veut pas dire que ces 7 personnes vont rester uniques et qui se sont accaparées d'un pouvoir. Donc c'est une coordination, ce sont des liens qui sont censés mettre un petit peu le feu aux poudres pour rallier tous ces gens-là. Toutes ces personnes qui ont intervenu aujourd'hui sont toutes d'accord que la solution est vers un pouvoir légitime. Donc ici nous avons, vous me permettez de lancer donc un appel, je saisis, nous avons 5 points qui nous différencient ou plutôt qui nous identifient. Donc nous voulons une Algérie qui prend comme référence la déclaration du 1er novembre 1954. Nous voulons un changement qui soit totalement non violent. Nous voulons un changement vers un État démocratique, vers une république. Donc on ne veut pas de théocratie, on ne veut pas d'autocratie ou comme avait parlé notre camarade Faisal. Il faut absolument que la majorité laisse en cas de victoire la minorité exercer et que la minorité respecte et laisse la majorité faire son travail dans le cadre de la loi. Donc si on est d'accord avec ces 5 points-là, nous nous dirigeons vers un seul objectif commun, la mise en place d'un pouvoir légitime. Là, il faut une co-construction pour discuter et actionner les mécanismes que j'invite tout le monde à venir partager et avec des informations qui vont circuler bientôt, Inch'Allah. Merci, en espérant vous recevoir une autre fois parmi nous, ou d'autres fois. En tout cas, le Maghrébia, nous avons pour principe d'aider tous les gens qui s'impliquent dans la vie politique de leur pays à porter leur voix auprès de nos compatriotes. Nous le faisons systématiquement à tous ceux qui nous sollicitent. C'est normal, c'est tout à fait légitime de votre part de le faire. Et donc j'invite aussi tous les jeunes qui souhaitent s'engager dans la vie politique de leur pays de nous faire signe, nous serons là pour eux. Merci beaucoup, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair, salama.